Waouh! Vous savez, j'ai déjà eu à suivre des vidéos où on vous dit que plus vous allez avancer dans votre vie, vous êtes prêt à vous retrouver seul, plus vous allez grandir peut-être dans vos affaires, dans vos business et pour votre travail, et soyez prêt à vous retrouver tout seul. Et j'avoue que au départ, je me disais souvent que mais comment cela est possible? Est-ce que ce ne sont pas ces gens qui ont des problèmes ou bien est-ce que ce sont ces gens qui... voilà, est-ce qu'ils n'exagèrent pas un peu? Mais j'avoue qu'avec le temps, vous savez, plus vous avancez, vous donnez raison à toutes ces personnes qui disent ces choses. Bonjour à tous, mon nom est Anthony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym, basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, quand je dis ceci, j'aimerais qu'on parle un peu des faux amis, des gens que vous pensez que sont des amis, des frères, avec qui vous êtes capable d'aller loin ou bien de faire quelque chose, mais qui souvent vous laissent en route. Vous savez, la vie, on va dire, je n'ai pas envie de dire que la vie est injuste, mais la vie est telle qu'elle est. Souvent, quand vous êtes jeune, il peut arriver que vous venez d'une famille pauvre, vous venez d'une famille moyenne et que vous ayez des amis donc, qui viennent des familles un peu plus aisées que vous. Vous avez des amis qui viennent des familles voilà, beaucoup même plus riches. Et toute cette expérience de se mettre d'une porte d'amis, riches, pas riches, et vous qui êtes peut-être venez d'une famille moyenne ou bien pauvre, en fonction de votre mindset, ça peut vous pousser à devenir des battants, comme ça peut vous pousser à devenir des dormeurs. Moi, personnellement, je sais que je viens d'une famille assez moyenne, mais je me rappelle tout ce que j'ai pu faire dans ma jeunesse comme business. J'ai vendu les beignets de ma maman quand on était tout jeune, parce que ma maman se levait à 4 h du matin pour battre la farine, pour que à 5h, voire 5h30 du matin, les beignets ont pu prendre la forme et à 6 h mettre les premiers beignets dans l'huile pour les faire frire. J'ai fait cela, j'ai vendu de temps en temps les habits que ma grande sœur envoyait de l'Europe pour essayer d'avoir un petit argent de poche. C'est vrai que j'étais très jeune, mais j'ai fait tout ceci. Donc c'est pour vous dire à quel point je venais d'une famille assez moyenne, mais qui était une famille qui avait des ambitions. Vous savez, on a eu des gens dans la famille qui ont eu beaucoup d'argent, les oncles, les tantes qui ont eu beaucoup d'argent. Et nous, on était vraiment moyens. Mais mes frères et moi, et sœurs aussi, on a toujours eu cette envie pas de faire la concurrence avec nos oncles et tantes qui avaient des moyens, mais on a toujours eu l'envie, nos parents nous ont inculqué cette envie de pouvoir s'en sortir. Donc, du coup, on a pu se battre et on a pu devenir ceux que nous sommes aujourd'hui. Je remercie Dieu déjà par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes plus derniers, je peux dire qu'on ne manque plus de quoi manger, je peux dire qu'on n'a plus besoin de faire certains genres de boulot pour avoir le pain sur la table. Et je dis encore une fois de plus merci à Dieu pour ça. Mais j'aimerais que vous fassiez très attention. En fait, ça c'était un peu l'introduction pour vous dire que faites attention aux gens que vous dites que ils sont vos amis ou bien qui sont vos frères que vous avez laissés au Cameroun. Moi, je vais prendre mon histoire. Mon histoire, je sais que nombreux d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans ce que je vais dire. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous peut-être vous avez vécu ou bien ce que vous pensez de ce que je vais dire ici. Vous savez, je suis propriétaire d'une salle de sport. Ceux qui me suivent depuis un bon bout savent déjà que je suis propriétaire d'une salle de sport située au Cameroun à Yaoundé, SNM Gym. Et ce business que j'ai mis sur pied, je ne veux pas dire que m'aide, me pousse à avoir un carnet d'adresses rempli. Je connais pas mal de personnes haut placées au Cameroun, des capitaines, des lieutenants, des médecins, des infirmières, voire même un peu de ministres que je connais. Et ça fait que vous avez un carnet d'adresses, ce qui fait que quand vous cherchez quelque chose, dès que vous lancez seulement 2-3 petits mots un peu dans votre salle, ça murmure et c'est comme ça que tout le monde se met à chercher ce dont vous avez besoin pour revenir vers vous. Vous voyez, et à l'époque, quand je dis l'époque, ça remonte à 2 ans, je suis arrivé au Cameroun et j'avais besoin d'une voiture parce que je partais au Cameroun pour un long séjour.
Et l'argent que j'attendais pour pouvoir m'acheter une voiture ici et envoyer au Cameroun est tombé, on va dire quoi, 3 jours avant que je parte au Cameroun. Donc je me suis dit que si j'achète la voiture maintenant, ici, voire ici, soit en France, ouais, parce que je vis en Angleterre, si j'achète la voiture ici en Angleterre, envoyer au Cameroun pour qu'on me change le temps que ça arrive, une fois au port, maintenant que ça sorte, pour qu'on te change le volant, parce que vous voyez, moi je suis du côté droit. Et normalement, les voitures, on va dire quoi, au Cameroun et en France, sont du côté gauche. Bon, là en fonction, quand vous voyez cette vidéo, je suis du côté droit. Le temps qu'on fasse encore le changement de volant et tout, ça devait me prendre le temps. Or, moi, je savais que j'avais besoin impérativement d'une voiture dès que j'arrivais au Cameroun parce que je devais trop faire de montées et descendre par rapport à tout ce que j'avais à faire quand je suis allé au Cameroun. Donc, du coup, je suis tombé sur une connaissance qui, si vous voulez, qui m'a dit qu'il connaissait des gens qui font dans la vente de voitures. Vu qu'il était déjà avec nous depuis un bon moment à la salle, j'ai définitivement dit ok, il n'y a pas de souci. Si tu connais des gens qui vendent des voitures, pourquoi pas, moi je te fais confiance. Tu es avec nous depuis un bon bout déjà comme adhérent et aujourd'hui même tu es comme un ami. Du coup on arrive déjà à ne plus trop ouvrir les yeux sur le paiement de ces forfaits qui ont été payés en retard. C'est aussi ça, l'amitié. L'amitié, c'est pas seulement d'un seul sens. Vous devez prouver votre amitié, quel que soit votre rang social, aussi à votre partenaire ou bien à votre ami, d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, il m'a trouvé une personne qui vendait une voiture. Moi, en idée, j'avais une idée d'acheter une voiture Toyota parce que vous savez, c'est la voiture de l'Afrique. Vous savez que la pièce détachée de la voiture, ou bien la pièce de rechange de la voiture, vous la trouvez à la première boutique du coin, comparée à d'autres voitures, on va dire quoi, d'autres marques qui ne sont pas encore vraiment développées bien en vente libre, mais en grande quantité dans les pays africains. Donc du coup, le mec il est venu, il m'a présenté la voiture qu'un de ses amis vendait, c'était une Chrysler, pour ceux qui connaissent. Il me met en confiance, en fait la connaissance, le pote, il me met en confiance. Il me rassure que le gars qui vend la voiture, avant c'était un mécanicien et que maintenant il a viré dans la vente des voitures. Donc du coup, quand vous avez une personne qui est proche de vous, qui vous dit qu'il a un ami, il a un ami proche aussi à lui qui vend une voiture, qui vend les voitures et que la personne était garagiste et qu'il est sûr que la personne ne peut pas vous vendre quelque chose de mauvais. Donc ça fait que vous, en fait, ça vous endort l'esprit. Parce que comment est-ce qu'on achète des voitures au Cameroun et en Afrique? Le plus souvent, quand vous voulez acheter une voiture, vous allez prendre un mécanicien, peut-être un mécanicien que vous connaissez ou bien un mécanicien du quartier, ou bien voire même vous partez dans un garage auto et vous prenez juste un mécanicien que vous dites que voilà, j'aimerais que vous m'accompagniez pour aller faire un check-in d'une voiture et vous allez donner votre diagnostic si la voiture est bonne ou pas. Alors quand vous le prenez, si c'est pour 1 heure, c'est pour 2 heures, après vous lui donnez quelque chose. Donc c'est aussi tout bénéfice pour lui et pour le garagiste qui vient checker. Donc mais quand vous avez un ami ou bien vous avez une connaissance qui vous rassure déjà que oui, le pote c'était un mécanicien qui fait de la vente, donc ça veut dire que les voitures qu'il vend c'est des voitures de qualité, ça vous endort l'esprit. Et c'est là où je veux que vous ouvrez, vous comprenez bien ce que je veux dire, que vous fassiez attention la prochaine fois. Quelle que soit la connaissance que vous avez, quel que soit le lien d'amitié que vous avez avec votre proche, franchement, chers frères et sœurs, faites toujours ce checking. Allez chercher un garagiste pour venir checker votre voiture, la voiture que vous voulez acheter en Afrique. Parce que des gens sont hyper malhonnêtes. Donc moi, personnellement, voilà, j'ai cru à ce gars. Je suis allé jusqu'à prendre la voiture. Et quand je prends la voiture, on signe les papiers. Et quand je demande au monsieur qui vendait la voiture, je lui dis qu'est-ce qu'on trouve facilement les pièces. Il me dit oui, non, on trouve ça. C'est les voitures qui sont là depuis. Et pour ceux qui connaissent un peu, moi personnellement, je sais que c'est une voiture que j'ai connue depuis à l'époque du coupé décalé. Vraiment, quand les Dukes Saga commençaient, c'était, donc vous pouvez imaginer, ça remonte à plus de combien, 15 ans, 20, voire même peut-être 20 ans en arrière. Donc je me suis dit, si je connais cette voiture depuis 20 ans en arrière, ça veut dire que normalement, après 20 ans, elle doit déjà, voilà, pas inonder les marchés des boutiques africaines, mais elle doit déjà quand même, on doit déjà retrouver les pièces détachées un peu partout. Donc du coup, on décide de signer les papiers. J'achète la voiture à plus d'1 million, je crois 600 voire 700. Et
quand je prends la voiture maintenant, je décide, voilà, la première des choses, vous savez, quand vous prenez une voiture en Afrique, ou bien même quand vous prenez une voiture en Europe, c'est toujours mieux d'être rassuré de son côté. Donc, aller faire quoi? Aller faire le service. Donc, je prends la voiture, je me dirige à une station-service et je dis que je vais faire le service de la voiture. Donc, quand le monsieur il entre avec la voiture dans la cabine pour faire le service, pour changer l'huile et tout, directement, dès qu'il entre en dessous de la voiture, il m'appelle, il me dit que mais monsieur, vous avez vu la voiture ici? Je lui dis que mais il y a quoi? Il dit que cette voiture est vraiment, elle est fichue. Donc ça, je vous parle le premier jour que j'achète la voiture. Je ne vous parle pas d'une semaine après le premier jour. Donc, j'ai payé la voiture aujourd'hui. Il était peut-être 13 h. On signe les papiers à 14 h. À 15 h, je décide d'aller faire le service. À 15 h, quand on met la voiture dans la cabine, et vous voyez, ils entrent en dessous pour mettre de la bassine pour, on va dire quoi, recueillir l'huile sale. Il me dit que le bas de la voiture est complètement fichu et qu'il y a énormément d'huile qui coule en bas sous le moteur. Je dis waouh. Là, je sens directement que je viens de faire une vraie gaffe en ayant cru à une connaissance qui m'a empêché de venir avec un garagiste. Parce que ça, c'est les choses que les garagistes, ça c'est le basique pour les garagistes. Vous allez voir avec le garagiste, il va aller en dessous de la voiture pour voir s'il y a l'huile qui coule. Il va démarrer le moteur, il va regarder le kilométrage, il va regarder pas mal de petits détails qui, voilà, ils ont déjà l'expérience, qui pourront faire en sorte qu'après ça, il pourra vous dire que non, boss, moi je te conseille pas de prendre la voiture. Ou bien si vous prenez, voilà ce qu'il va falloir changer. Maintenant, c'est à vous de vous engager ou pas. Donc, quand je vois ça, je dis que là, j'ai fait fort. Directement, j'appelle le gars qui m'a vendu la voiture. Parce qu'on avait gardé les contacts, on s'est rendu compte que voilà, on se connaissait même un peu. Bon, il me connaissait, moi je ne connaissais pas. Il me connaissait depuis et on a gardé les contacts. Quand je rappelle le gars, je dis que gars, la voiture que tu m'as vendue n'est plus bonne. Il me dit que c'est quoi? Je lui dis que non, il y a l'huile qui coule en bas, c'est monté, c'est descendu. Il me dit que non, c'est pas un problème. Alors, il te crée un mensonge qui te fait endormir. Donc il faut juste laver. Il dit qu'on avait changé l'huile et c'est peut-être le reste d'huile là qui a coulé. Donc si on lave juste le bas, l'huile là va partir, il n'y aura plus d'huile. Là, je sens que je suis déjà entre le marteau et l'enclume. Donc tu es déjà au milieu d'une arnaque. En fait, c'était d'une grosse arnaque. Là, je commence à m'énerver. Je commence à appeler le gars, le monsieur aussi qui avait encaissé l'argent. Ils se sont même déjà partagé l'argent. Et pour petit rappel, on va dire que la connaissance qui m'a présenté le gars qui vendait la voiture, je lui ai donné un bonus. Donc imaginez que vous achetez une voiture complètement fichue et vous donnez même encore un bonus à la personne qui vous a présenté le gars qui vendait la voiture parce que voilà, vous êtes content. Et c'est vrai que ce n'était pas le genre de voiture que je voulais acheter, mais je vous avoue que quand vous entrez dans la voiture, l'intérieur vous poussait à dire waouh. Du coup, j'ai senti que je me suis fait arnaquer, mais arnaquer. Et j'ai commencé à faire les démarches pour que mon argent soit remboursé et pour que les gars puissent entrer en possession de leur voiture. Ouais, j'en ai déjà utilisé l'argent, c'est monté, c'est descendu. Ils ont commencé à faire des histoires que oui, ils ont déjà signé et qu'il était écrit dans le papier que dès que la voiture est vendue, on ne peut plus retourner la voiture, c'est monté, c'est descendu. Donc, ça vous dit, en fait, c'est des petits trucs que quand vous voulez acheter une voiture en Afrique, prenez le temps de lire le contrat parce qu'il y a des petits trucs subtils qu'ils cachent. Dès qu'ils vous ont vendu une fausse voiture, dès que vous avez signé, ils ont encaissé l'argent, c'est fini. Donc, faites très, très attention quand vous voulez acheter une voiture en Afrique. Ne faites pas confiance à votre ami qui vous amène à acheter la voiture. Oui, c'est une bonne chose que votre ami vous amène chez un de ses amis qui vend les voitures. Mais vous, de votre côté, prenez toujours votre mécanicien, votre garagiste que vous connaissez pour aller aussi faire une contre-expertise que votre ami qui connaît un ami qui vend les voitures vous a dit. Donc c'est important, frère et soeur. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'est même ça le compte de l'histoire en fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? En ayant demandé à 2-3 personnes des conseils dessus, ils m'ont proposé d'aller porter plainte à la gendarmerie. Et vu que j'avais un ami d'enfance, c'est là où je vous disais encore que faites attention avec des amis d'enfance avec qui vous avez grandi et que vous étiez au même niveau et que maintenant, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, quand vous vous retrouvez, on va dire quoi, financièrement ou bien votre niveau social fait en sorte que vous soyez ici et qu'eux ils sont là.
faites attention avec ce genre d'amis. Donc c'est là où maintenant l'histoire devient même intéressante. J'ai rencontré entre-temps un ami d'enfance derrière avec qui on a commencé à sympathiser. On se rappelait les souvenirs, comment oui, on a grandi là-bas, oui, comment ça se passait là-bas. Donc c'était vraiment, on était content de se retrouver. Maintenant lui, il a les entrées au niveau d'une gendarmerie, au niveau du Cameroun là-bas. Et je décide de lui en parler de mon problème. Il me dit que mais attends, ça c'est un petit truc, on va gérer ça facilement. Je connais des gars à tel département dans la gendarmerie, au bled, qui vont gérer ça facilement. Mais attendez, vous avez un ami d'enfance que vous n'avez pas retrouvé depuis longtemps, à qui vous exposez votre problème, et vous dit qu'il peut facilement gérer ce problème. Donc il vous amène entre parenthèses où on peut facilement gérer. Et quand vous arrivez sur place, voilà, les gars vous mettent à l'aise, les jeunes, hein, ils vous mettent à l'aise, ils se mettent à vous parler, ils se mettent à vous dire certaines choses sur comment gérer tel genre de problème, comment faire en sorte que tel genre de problème se passe bien. Et après, à la fin de la journée, vous connaissez, hein, il faut donner quelque chose pour que votre dossier aille plus vite. Ça ne me dérangeait pas. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on me restitue mon argent de la voiture parce que je venais dépenser plus de presque 1 750 000. Et si je dépensais 40-50 000, c'était pas grand chose par rapport à ce que je voulais récupérer. Parce que la voiture, franchement, elle était en épave. J'ai même oublié de vous raconter qu'entre temps, j'ai essayé de forcer, j'ai essayé même d'arranger certaines choses. Je me suis rendu compte que le moteur était à changer. Donc, imaginez que vous venez d'acheter une voiture. Même pas une semaine après, le même jour, vous vous rendez compte, en fait, vous vous rendez compte que le moteur est déjà changé. Donc, c'est tout ça. Bref, je reviens sur mon ami. Il me met à l'aise avec ses amis, ces gens, ses connaissances qui me font faire, voilà, rédiger une plainte. Je dépose la plainte et on convoque le monsieur qui, entre parenthèses, qui était le représentant direct de la vente de la voiture. Et le monsieur décide d'abord de ne pas arriver. Finalement, quand il arrive, il vient avec une personne qui était un peu comme son avocat. Et il est arrivé avant moi en tout cas. Ils ont eu à parler là-bas. Donc, ce qui est sûr, dans les bacs, on connaît le Cameroun, on connaît l'Afrique. Ils ont monnayé les gens qui suivaient mon dossier. Ils ont monnayé ces gars. Et quand je reviens voir mes gars, ils me disent que oui, le monsieur était là, c'est monté, c'est descendu, il commence à parler. Ils vous mettent toujours en confiance. Et vous voyez que le temps passe. Je me retrouvais à aller faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. J'étais tout le temps à la compagnie de gendarmerie qui s'occupait de ce dossier, mais je voyais que rien n'avance. J'étais vraiment énervé parce que vous vous rendez compte que vous partez en Afrique par rapport à vos business, par rapport à vos démarches de ce que vous voulez entreprendre, mais vous vous rendez compte que vous passez plus de temps dans une compagnie de gendarmerie pour essayer de gérer un petit problème d'arnaque, et ça a commencé à m'énerver. Mais finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que mon pote qui m'a présenté les gendarmes avait déjà pris un agent derrière. Donc, le monsieur qui était le représentant de la voiture, en fait, qui appartenait à la voiture que j'avais achetée, est parti corrompre les gendarmes en question. Et ces gendarmes, si vous voulez, ont donné la part de mon ami. Et chaque fois que j'étais avec lui, il me mettait en confiance. Et il me demandait même souvent que non, Bercy, il faut sortir encore un peu plus d'argent pour qu'on donne à ces gars-là. Et les gars vont pouvoir faire en sorte que le dossier aille un peu plus vite. Il faut sortir un peu d'argent parce que je suis en train d'aller là-bas, je vais aller les voir. Et vous voyez, vous êtes en confiance, vous dites que vous êtes avec un frère, vous êtes avec un ami. Alors que le gars, il est en train de vous entuber. Et donc, c'est là où je vous dis, faites attention avec ceux que vous dites que sont vos amis, ou bien que sont vos connaissances. Donc, que vous pouvez confier vos dossiers, que vous pouvez confier vos choses en pensant que vous êtes avec des bonnes personnes. Alors que non, ce ne sont pas des personnes qui vous regardent positivement. Ils sont même jaloux. Ça, c'est faux. N'ayons pas peur de se dire les mots parce que vous avez en idée de vouloir faire en sorte que tout le monde se porte bien. Ma salle de sport, j'avais ouvert les portes notamment pour lui. Il pouvait aller quand il voulait faire le sport. Quand j'avais un business qui concernait son domaine, notamment la maintenance de
que ce soit mes appareils, que ce soit mes appareils techniques tels que les caméras et autres, je faisais en sorte que ce soit lui et son équipe qui gagnent le marché. Quand une personne voulait quelque chose, je ne sais pas, un service, c'était les premières personnes que je mettais. Vous voyez que vous faites tout pour que la personne avance, mais la personne est en train de vous d'essayer votre branche en solo sans que vous ne sachiez. Une fois de plus, faites attention avec ceux que vous laissez en Afrique et vous pensez que ce sont les frères, que ce sont les amis. Beaucoup ne vous aiment pas, beaucoup feront tout pour que vous tombez, alors que vous êtes en train de tout faire pour que eux ils montent. Par contre, eux ils sont en train de tout faire pour que vous descendez. Il est important de trier même les amis. Aujourd'hui, je suis presque seul. J'ai presque plus d'amis. Franchement, ça peut choquer quand vous n'êtes pas préparé, mais avec les trahisons que vous avez, puis vous avancez, vous vous rendez compte que on dit que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Je comprends. Cette phrase a tout son sens. Franchement, cette phrase, elle vaut de l'or. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. C'est ce que je vis en ce moment. Je suis un entrepreneur. J'essaie d'avancer comme je peux avec ma communauté, avec des gens qui veulent avancer avec moi. Mais ceux que je pensais que c'était mes amis d'enfance, mais les amis que j'ai rencontrés à un certain niveau de ma vie, je me rends compte que je suis seul et je ne regrette pas. Je préfère être seul, je préfère dormir chez moi que d'être avec des personnes. Soyez déjà ce genre de personnes qui préfèrent dormir chez vous, seul, bien avec, je ne sais pas, votre copine, votre femme, que d'être avec les amis que vous pensez que sont les amis, alors que à la moindre erreur, ce sont eux qui vont vous empoisonner. Le monde est très très méchant. Les gens sont très très méchants. Les gens sont mesquins. Les gens feront tout pour vous faire tomber, pendant que vous ferez tout pour que eux, ils font un grand pas dans leur vie. Vous leur ouvrez grandement vos mains, vous leur ouvrez grandement vos portes pour qu'ils puissent aussi accéder à vos contacts. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de tout faire en bas pour vous faire tomber. Faites attention à vos vies, faites attention à vos amis. Merci d'avoir écouté la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que nous allons faire paraître dans le futur. C'était Tony Bercy. Ciao, ciao. N'hésitez pas aussi de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Si ça peut vous inspirer, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, n'hésitez pas de me dire en commentaire parce que je sais que vous comme moi aussi, vous avez sûrement des histoires comme ça que vous aimerez partager avec la communauté ou bien vous aimez partager avec le monde pour question d'ouvrir les yeux ou bien d'ouvrir le mindset ou bien d'ouvrir la vision des personnes. Donc n'hésitez pas de laisser un commentaire. Merci une fois de plus. Ciao, ciao.